Aujourd'hui, je reçois Déborah, maman d'un petit garçon, qui va nous parler de 2 histoires. La sienne, elle est atteinte d'une sclérose en plaques, elle va nous raconter ses traitements et la grossesse avec cette maladie. Puis de son fils qui a des otites séromuqueuses à répétition. On va parler de quels sont les diagnostics, quels sont les traitements possibles de ces otites et surtout les complications possibles comme un retard de langage. On va parler de tout le bloc opératoire avec la pose de aérateur transtympanique ou yo-yo pour les intimes. Un épisode plein d'émotions et d'informations entre parentalité, résilience et médecine au quotidien. Bonne écoute. Bonjour Déborah. Bonjour Elodie. Merci de venir sur ce podcast. On va parler aujourd'hui des yo-yo ou des aérateurs transtympaniques chez les enfants qu'on met donc au niveau des oreilles. Et on va parler un petit peu du parcours médical, de la grossesse jusqu'à l'opération de ton fils. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un petit peu la grossesse et ton parcours ? Oui, tout à fait. Donc, je suis tombée enceinte en juin 2021 et en fait, j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques en janvier 2020. Donc, j'avais une grossesse assez suivie en raison de la sclérose en plaques, malgré le fait que, apparemment, la grossesse bloque les poussées et donc on ne peut pas. Les risques de poussée sont moins importants pendant la grossesse, mais il y a un risque plus important au moment de l'accouchement. Donc, c'était important que je sois suivie et plutôt à l'hôpital, même si on m'a indiqué que j'avais le choix. C'était plus simple pour moi. Donc, c'est vrai qu'avec la sclérose en plaques, je suis déjà très fatiguée. J'ai une fatigue chronique et la grossesse a été extrêmement fatigante. Mais en dehors de la fatigue, j'ai pas eu de mots autres que ça. Non, ni de mots de grossesse, ni d'autres mots, à part beaucoup de rétention d'eau. Ça a été... Tu as gonflé ? J'ai gonflé. J'ai grossi et j'ai gonflé. Donc voilà, c'était quelque chose, mais sinon, ça s'est très bien passé. Et du coup, en fait, pour revenir un petit peu, donc tu as été diagnostiquée de la sclérose en plaques en 2020, tu disais. Et c'était quoi, en fait, les premiers symptômes que tu as eus ? Alors, j'ai eu les premiers symptômes en 2017 avec une parasthésie des doigts, du bout des doigts, donc plus de sensation au bout des doigts. Ça a été les premiers symptômes. J'ai vu pas mal de médecins à ce moment-là, puisqu'on ne trouvait pas forcément la cause. Et finalement, j'ai fait un IRM cérébral et de la moelle. Et c'est là qu'on a pu voir des taches permettant de pouvoir supposer une sclérose en plaques. Mais pour poser le diagnostic, il faut un deuxième événement temporel. Et le deuxième événement est intervenu en novembre 2019 avec une immobilisation des jambes, où mes jambes ne fonctionnaient plus très bien. Et donc, c'est à ce moment-là où on a posé le diagnostic de la sclérose en plaques, qui a été officiellement posé donc, en décembre 2019, avec un traitement qui a pu commencer en janvier 2020. Et est-ce que souvent, lors des poussées, même dès la première poussée, on traite par corticoïdes pendant 3 jours ? Est-ce que dès la première poussée, toi, tu as eu ce traitement ou c'était qu'à la deuxième, quand le diagnostic en fait, a été posé ? En fait, à la première poussée, on a mis beaucoup de temps à poser le diagnostic parce qu'au début, j'ai vu un médecin de ville qui m'a indiqué que c'était rien. Ensuite, j'ai fait un électrocardiogramme où il n'y avait pas d'anomalie. Un EMG plutôt. Un électromyogramme pour voir le courant dans le bras. C'est possible. C'est peut-être un ECG aussi. J'avais le souvenir d'un ECG, mais c'est aussi, vrai que... tu as dû avoir un ECG pour les traitements, etc. Mais voilà. Souvent, on fait un EMG pour voir la conduction au niveau du bras. Et c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas du tout dans le domaine médical parce qu'on nous dit plein de termes en réalité. D'acronymes qu'on finit par apprendre, mais au début, on ne les connaît pas. Et ensuite, j'ai fait un IRM dans une clinique privée, là où on m'a indiqué que je n'avais rien et que il y avait des choses à l'image, mais que c'était des artefacts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des signaux, enfin, souvent c'est des hypersignaux, mais qui veulent rien dire et qui sont liés en fait à un défaut au niveau de quand ils prennent en photo l'image, quoi. Mais du coup, souvent, ça peut être confondu avec ça. Exactement. Et heureusement, entre guillemets, dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis qui sont médecins et l'une d'elles radiologue qui a vu les images et qui m'a indiqué que d'après elle, c'était pas des artefacts et qui m'a proposé de venir faire un IRM à l'hôpital. De contrôle, justement, pour deuxième avis, en fait. Pour confirmer ou infirmer.
Et donc, c'est là qu'effectivement, on m'a confirmé que ce n'était pas des artefacts et que c'était bien des traces de poussée. Et du coup, donc, tu n'as pas eu le traitement tout de suite par corticoïde à ce moment-là? Alors du coup, voilà, je crois que là, on m'a mis des bolus quand même. J'ai eu quand même le traitement de bolus de 3 jours. Pour traiter les paresthésies. Voilà. Mais en fait, comme ça faisait déjà... j'ai commencé à avoir la paresthésie au doigt. En fait, ça a commencé en décembre 2016. Et c'est uniquement en mars, du coup, 2017, où là, on m'a indiqué que c'était une sclérose en plaques. Donc, il s'est passé quand même pas mal de temps. En tout cas, une hypothèse, puisque s'il n'y avait pas le deuxième élément. Oui, il n'y avait pas le deuxième élément temporel, mais on m'a bien expliqué que... C'était sûrement la première cause que possible. c'était très probablement ça, même si on ne pouvait pas poser le diagnostic officiellement, effectivement. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu des bolus, mais en fait, c'était déjà bien installé au niveau des doigts. Donc, en fait, les bolus m'ont arrangé, mais c'est jamais parti au niveau des doigts. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui, j'ai une paresthésie des doigts. D'accord. Et est-ce que, donc, du coup, tu n'as eu aucun traitement, entre guillemets, de fond jusqu'à la deuxième poussée et les jambes où tu avais des difficultés à la marche. Et là, on t'a refait aussi des bolus. Et après, tu as eu un traitement de fond qui a été mis. D'habitude, c'est souvent des comprimés, mais toi, tu as eu un autre traitement? Non, je suis tout de suite passée en injection sous-cutanée toutes les 2 semaines. Je voulais pas de comprimés, en fait, parce que j'avais des expériences autour de moi. C'est vrai que j'ai plusieurs amis très proches qui une maladie rare, mais également été diagnostiqués de sclérose en plaques dans mon entourage proche. Et du coup, qui avaient eu des comprimés qui l'avaient mal supporté. Et je m'étais pas mal renseignée. J'avais vu que c'était très souvent mal toléré. Donc, je préférais éviter ça. Et donc, j'avais pas peur des piqûres. Donc, je me suis dit que je préférais faire ça plutôt que tous les jours prendre un comprimé. À l'époque, je prenais la pilule déjà. Ah oui. Donc, je n'avais pas envie de tous les jours prendre un comprimé qui me fasse tous les jours penser à la maladie. Et je préférais toutes les 2 semaines une injection rapide. Voilà. Et est-ce qu'on t'a justement... Parce que c'est sûr que les comprimés, en fait, on ne doit pas les prendre pendant la grossesse. Et est-ce qu'on t'avait déjà expliqué que le fait de donner une injection permettait de continuer ce traitement pendant la grossesse? Parce que ça peut jouer aussi sur la prise de décision. C'est vrai que ça a été un élément aussi qui a joué à l'époque. Donc, c'était en janvier 2020 que j'ai commencé mon traitement. Et j'avais déjà un projet bébé. C'était pas du tout un projet enclenché, mais je savais que dans un futur assez proche, je voudrais avoir un enfant. Et donc, du coup, j'avais demandé effectivement comment ça se passait et on m'avait indiqué qu'avec ce traitement, je pourrais le poursuivre pendant la grossesse. Et donc, c'était aussi la raison de mon choix et c'est ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Pendant toute ma grossesse, j'ai poursuivi mon traitement, je ne l'ai pas arrêté. Oui, et en effet, donc là, tu disais au début que la grossesse protège. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que y a des études en cours de traitement justement pour la sclérose en plaques où en fait, on comprend pas comment le placenta et les cellules immunitaires en fait jouent sur la protection des poussées lors de la grossesse. Donc, il y a des études en cours pour étudier le placenta et essayer de presque prendre des morceaux de placenta pour essayer de trouver un traitement pour la CEP. Donc, en effet, et par contre, le risque de rechute est beaucoup plus important après l'accouchement, ce qui n'a pas été ton cas. Non, j'ai eu aucune difficulté, aucune poussée. Encore à cette date, depuis la deuxième poussée de novembre 2019. Depuis le traitement de fond, en fait, il faut le dire. Oui, donc, c'est quand même un traitement qui est toutes les 2 semaines avec des petits effets indésirables, un petit syndrome grippal, mais au moins, aujourd'hui, une efficacité excellente. Ah oui, tout à fait. Alors, sachant que les effets indésirables, c'est pas à tout le monde. Hein. Oui. Mes amis qui sont passés aussi en piqûre, alors pas forcément les mêmes, n'ont pas d'effets indésirables. Donc voilà, et pour en avoir parlé avec le laboratoire aussi, les effets indésirables sont vraiment des effets indésirables. Personnels. Et c'est pas des effets automatiques. D'accord. Donc, mais moi, c'est vrai qu'à chaque injection, ou presque, j'ai les effets indésirables, malheureusement, de symptômes grippaux pendant 24 à 48 heures. Donc, c'est quelque chose un peu désagréable, mais... que tu as inclus dans ton quotidien, finalement. Exactement. Donc, la grossesse s'est bien passée, marquée par une fatigue importante. Et l'accouchement, ça s'est passé comment ? C'était dur, c'était long, c'était stressant, mais pas du tout en raison de la sclérose en plaques. Et j'ai accouché par voie basse. Ça s'est relativement bien passé, compte tenu des circonstances, quand on prend du recul. Mais c'est vrai que moi, sur le coup, j'ai pas vécu un bon moment. Ouais. Mais et après, oui, aussi, il y a eu des petites difficultés respiratoires pour ton fils. Donc ça, c'est un élément stressant qui fait pas non plus
beau dans la peinture, en fait, globale. C'était effectivement très stressant. Il y a eu plusieurs moments stressants avec des petits faux départs en césarienne pendant le temps pré-accouchement. Et finalement, accouchement par voie basse en salle de césarienne quand même, puisqu'ils étaient prêts, si je poussais pas au bon moment, à enclencher une césarienne. Donc voilà, j'avais pas de projet de naissance. Mon seul et unique projet que j'avais indiqué, c'était de pouvoir lui donner la tétée d'accueil au moment de sa sortie. Et j'avais demandé, puisque j'avais étudié quelques conseils en lactation, et on m'avait dit, c'est important que quand il sort, je sais à tort ou à raison, mais que quand il sort, on te le laisse poser sur toi. Et pas forcément qu'il aille tout de suite se laver. Ah oui, en peau à peau. Ouais, en peau à peau, mais un petit pas que 30 secondes. Quoi. Non. Vraiment 10-15 minutes. Si possible. Exactement. Et on m'avait bien indiqué de dire cette phrase dans la mesure de ce qui est médicalement possible. Bien sûr. Évidemment. Et donc, j'avais indiqué ça en disant, bah voilà, j'aimerais que quand il sort, vous l'emmeniez pas, même, enfin, je sais que vous allez me le poser sur moi 1 seconde, mais je veux pas qu'après vous le preniez pour le laver, pour le peser, même si vous avez vos impératifs. Moi, je veux qu'il reste avec moi pendant 20 minutes, 30 minutes avant que vous le preniez. C'est ce qu'ils font de plus en plus, si possible, en général. Voilà. Et ça je lui dépend avais des dit endroits, aux sages-femmes, sauf évidemment s'il y a une urgence médicale, c'est normal. Et donc, au moment de l'accouchement, il sort au bout de 2 poussées, puisque de toute façon, on m'avait dit que j'avais pas le choix. Sinon, c'était la césarienne. Donc, 2 énormes poussées. Ça donne la motive. Ça donne la motive. Ça donne aussi quelques séquelles, mais voilà. Et il sort et il me le pose sur moi. Et là, au bout de 2 secondes, le sage-femme vient me dire, je suis désolée, on est dans le cadre de l'urgence médicale. Je peux pas vous le laisser. Et donc là, c'est vrai que dans ma tête, tout se passe, je comprends pas. Et le pire, évidemment, on imagine le pire. Et là, ils le prennent et ils partent en courant. Ils partent en courant avec lui. Ils disent, le papa, si vous voulez, vous venez. Donc, voilà, le papa a pu suivre, donc ça, c'est quand même hyper bien. Le papa a pu aller avec lui et ça a noué entre eux un lien. De fou. Mais incroyable. Enfin, il le dit, il m'a dit, j'étais la seule personne là. Bah oui, pour lui, en fait. Pour lui, en fait. Ouais. Et ça leur a noué un lien de dingue. Bah, trop bien. Ouais, vraiment. Et en fait, c'est parce qu'il avait une obstruction. Il avait avalé un peu du liquide, comme on dit, c'est ça. C'est ça, il avait du liquide amniotique dans les poumons. Et donc, du coup, ils avaient besoin. Aspiré, et puis il a eu un peu d'oxygène aussi pendant. Ouais, il a eu de l'oxygène. Ouais, il a eu de l'oxygène. Mais au final, cet épisode était très difficile à vivre, ça, j'en suis certaine. Mais après, ça s'est bien passé. Et après, c'était un petit garçon qui allait très bien. Et voilà. Sauf que, raconte-nous un peu. Tout le diagnostic en fait qui amène à l'opération quand même des yo-yo finalement. Ouais. Alors ça a pris du temps. En fait, dès tout petit, donc du coup, il avait eu ça à la naissance. Ensuite, à 1 mois, il a eu le Covid. On a tous les 3 eu le Covid. On ne savait pas trop pourquoi, on était vraiment très isolés. On a eu un peu de visites, mais on mettait tous des masques. Mais bon, à cette époque-là, c'était il est né en février 2022, donc il y avait Covid. On vivait dans une atmosphère Covid. On en était un peu sortis, mais on restait prudents. On avait des masques, du gel hydroalcoolique. On faisait très attention et tout ça, mais bon, malgré tout, on n'était pas non plus en ermite à la maison, donc on a tous eu le Covid. Là, il a été encombré, mais énormément. La pédiatre qu'on voyait à l'époque m'avait dit, en fait, si vous lui faites pas 15 lavages de nez par jour, clairement, vous allez partir aux urgences. Parce qu'en fait, il peut pas respirer. Donc, on lui faisait avec la pipette sur le côté, là. C'était dur, il hurlait, mais bon, c'était pour sa survie, donc peu importe. Et il mangeait bien quand même ? Il mangeait bien. Alors, j'ai eu un allaitement assez difficile, donc il prenait pas beaucoup de poids avant, mais là, c'était à 1 mois, il mangeait relativement bien, donc, il était complété. Au biberon, finalement, complété. Les 2, sein et biberon. On était complété. sur du mixte. Oui. Donc, il mangeait relativement bien, on ne s'est pas inquiété de ça. Ce qui nous inquiétait, c'était vraiment le fait comme à ce moment-là, il respire que par le nez, les bébés. Jusqu'à 6 mois. Voilà. Donc, ce qui nous inquiétait, c'était qu'il ne pouvait pas respirer par le nez parce qu'il était encombré, qu'on ne pouvait pas le moucher. Et donc, on pouvait le moucher, mais avec la pipette. Donc, vraiment, on l'a mouché. Enfin, on l'a fait, cette pipette, je pense, 20, 30, 40, 50 fois par jour. Et la nuit aussi, puisque vraiment, c'était plein, quoi. Donc, ça, c'était voilà. Et en fait, de là... il n'a jamais cessé d'être enrhumé, d'être un petit peu malade, d'être un peu encombré sur toute la sphère ORL, en fait.
les yeux qui coulent et le nez bouché et beaucoup de bave. Alors, il a commencé la crèche en septembre 2022. Ouais, donc il avait 6 mois à peu près. Il avait 7 mois exactement, en septembre 2022. Et de là, il a été, comme beaucoup de bébés, malade tout le temps. Tout le temps. Des otites aussi ou pas? Et alors, à ce moment-là, non, pas d'otite. La première année, on n'a jamais eu d'otite. Mais tout le temps encombré, en fait. Tout le temps encombré. Ça ne s'est jamais arrêté. On nous avait dit l'été, vous verrez, vous n'aurez pas de lavage de nez à faire. Pas du tout. Nous, l'été, on faisait des lavages de nez. Depuis qu'il est né, je crois qu'on a toujours fait des lavages de nez. Donc, voilà, d'abord à la pipette, puis quand il était un peu plus grand, à la seringue, assis, puis maintenant debout, puisqu'on continue. Ouais, sans trop de pression, on rappelle, faut faire quand même attention. Ça, on l'a découvert justement que ça pouvait donner des otites. On l'a découvert sur Internet, quoi. Et du coup, voilà, toujours comme ça. Et en fait, sur les conseils de la pharmacie, en réalité, chez qui j'allais à chaque fois acheter du sérum physiologique, ils m'ont dit, mais vous voulez pas avoir un ORL quand même, c'est quand même bizarre, quoi. Au bout d'un moment, il y a toujours les yeux qui coulent, le nez qui coule. Et moi, tout le monde, les professionnels de santé me disaient plutôt, c'est la crèche, c'est normal, c'est l'âge. Après, au-delà de la cause, parce qu'il y a aussi, ça je ne sais pas si on t'en a parlé, mais allergie aux protéines de lait de vache, ça peut donner des obstructions régulières aussi. Non, mais ça, il le prenait bien. Oui, il n'y avait pas d'autres signes, il n'y avait pas d'eczéma à l'époque. À l'époque, non, il n'y avait pas d'eczéma, il n'y avait pas d'autres signes. Et non, on n'en a pas parlé que l'allergie... C'est des signes très sournois, l'allergie aux protéines de lait de vache, mais c'est vrai que des fois, les encombrements ORL, il faut rechercher une cause et traiter. Et dans les causes, il y a l'APLV toujours qui est présente. On n'a pas creusé cette piste. Je reviens quand même en arrière parce qu'avant d'aller voir un ORL, on a eu 3 otites qui ont perforé à chaque fois. Donc, c'était des otites purulentes qui ont perforé. Donc, ce n'était pas les otites séromuqueuses où il y avait du liquide derrière, c'était du pus, c'est ça, et ça a perforé. Alors, si, on m'a dit séromuqueuse après... alors, il y a peut-être eu les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on ne savait même pas que Benjamin avait une otite. Il avait pas mal, en fait. Il avait pas mal. Il se plaignait pas, il disait rien. Et le seul moment où on a su à chaque fois qu'il avait une otite, les 3 fois, c'est parce que du coup, la nuit, il a fait de la fièvre, il a beaucoup pleuré. Et le lendemain, on a vu un pédiatre qui nous a dit là, il a eu une otite, elle est perforée. Et donc, en fait, il y avait quand même du pus ou du liquide qui coulait, en fait, de l'oreille. D'accord. Voilà. Il y avait comme les 3 symptômes qui faisaient otite, quoi. Exactement. Donc, il avait bien eu des otites, mais on n'avait pas eu de signe d'alerte avant que ça se perfore. Tout ça, tout ce nez pris, ces yeux qui coulent et ces 3 otites nous ont convaincus d'aller voir un ORL. Donc là, on a fait le choix de voir un ORL proche de chez nous, qui nous a vus une première fois et qui a fait un test dans l'oreille avec un appareil. Comme pour les bébés, non? C'est pas les petits casques Non, justement. D'accord. Il n'y avait pas à ce moment-là de casque. C'était comme pour regarder dans l'oreille, mais c'était relié avec une machine. D'accord. Et donc, quand il faisait le test, il nous disait à chaque fois, je peux pas, le test n'est pas concluant. Ah oui. Parce qu'il y a du liquide derrière. Et donc, le premier mois, il nous a dit ça. Il nous a dit, revenez dans un mois pour que je reteste. Donc, on est revenu un mois plus tard. Il nous a dit la même chose. Il y a du liquide derrière. Revenez dans un mois. On est revenu. Et ça, 4 fois, il nous a dit de faire ça. Donc, c'est quand même des otites chroniques séromuqueuses. Donc, c'est quand même déjà de base pas normal. Voilà, ça, on ne le savait pas. Au-delà de la surdité ou du développement du langage. Ça, à ce moment-là, nous, on ne nous avait pas alerté que c'était pas normal. On nous a mis dans un parcours, on s'est mis dans un parcours ORL et on pensait justement que ces rendez-vous, là, ces 4 rendez-vous, c'était normal. Et au bout de 4 rendez-vous, il a fini par nous dire, je ne peux toujours pas faire le test. C'est toujours non concluant. Il faut prenez rendez-vous pour qu'il se fasse opérer des yo-yo. D'accord. Donc ça, c'est la première fois qu'on entendait parler de ça. Il nous a expliqué ce que c'était que les yo-yo. Il nous a expliqué en quoi consistait l'opération, mais lui-même ne la faisait pas. D'accord. Donc là, et ça, il avait quel âge, Benjamin? Benjamin, il avait quel âge? Alors, c'était un an et demi. Ouais, c'était en début d'année 2023. 2024, pardon. Début d'année 2024. Donc presque 2 ans. Donc presque 2 ans. Oui, D'accord. 2 ans. Donc en fait, voilà, parce qu'il y a des signes aussi peut-être de langage qui font qu'on pense qu'il y a l'audition qui est moins bonne. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, dans le sens où on voyait qu'il connaissait les mots. On voyait et il essayait de les dire, mais c'était incompréhensible. Alors on sait que quand ils sont petits, il y a des syllabes, des voyelles qu'ils n'arrivent pas à prononcer. On sait que petit, il n'arrive pas à tout dire, c'est normal. Mais on voyait que sa bouche faisait des formes qu'il n'était pas censé faire. Et surtout, il nous faisait tout répéter. À chaque fois qu'on lui disait quelque chose, à chaque fois, il disait un,
Tout le temps, il nous disait ça. On s'en rendait même plus compte. C'est vrai qu'on nous l'a fait remarquer dans notre entourage, qu'il nous faisait tout répéter, mais nous, on s'en rendait pas compte qu'il nous faisait tout répéter. Et puis même au niveau de l'articulation des mots, c'était pas forcément audible en fait. Le mot, il n'était pas compréhensible de tout le monde. Enfin, des parents, oui, peut-être à force, mais même moins... pas à ce moment-là. Même des parents, c'était vraiment difficile de comprendre. Dans un contexte, on comprenait, mais c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre. Donc ça a été également des signaux d'alerte. Vous avez vu un autre ORL ? Alors là, c'est là qu'il y a eu un petit parcours du combattant aussi, parce que pour trouver un rendez-vous pour se faire opérer, quand c'est pas l'ORL qui suit l'enfant qui doit opérer, c'est très très compliqué. On a contacté plusieurs hôpitaux, donc à ce moment-là, on était en avril, je pense, 2024, et tous les hôpitaux nous disaient vous pouvez, ce sera en février 2025. Donc, 1 an plus tard, presque. Donc là, on se disait, mince, c'est quand même hyper embêtant. Il va pas rester potentiellement sourd autant de temps, quoi. On savait même pas qu'il était potentiellement sourd à ce moment-là. On se disait juste que ça allait vraiment bloquer sa parole et que ça pouvait vraiment poser un problème de parole à ce moment-là. C'était surtout ça qui nous... Et surtout, on se disait, s'il refait des otites et que ça se reperfore et que ça se remet derrière l'oreille, ça peut vraiment être gênant. Et donc là, on a fini par réussir à avoir un rendez-vous avec un ORL qui nous a reçus dans son cabinet. Et là, ça a été une vraie révélation. L'ORL, déjà, pas du tout le même ORL que celui qu'on avait vu précédemment, qui nous... Voilà, hop, allez, entrez, hop, allez, sortez, c'est fini. Bonjour, au revoir. Je peux pas faire le test. Revenez dans 1 mois, tenez, au revoir. Là, vraiment, on a eu quelqu'un de très souriant, très sympathique, très agréable, très avenant, avec un petit jouet pour mon fils à l'arrivée, une petite parole. Déjà, ça change beaucoup dans le parcours de soins, je trouve, des parents et de l'enfant. Un médecin un peu empathique et qui s'adapte en fait aux familles et à l'enfant même. Exactement. Qui se met au niveau de l'enfant. Ouais, exactement. C'est ça qui était là pour faire pour servir, entre guillemets. Et donc, il nous a tout de suite reçus. On lui a expliqué tout notre parcours. Et il nous a dit, je vais lui faire un test d'audition. Et donc, je pensais que le test d'audition, c'était celui qu'on avait eu précédemment, avec juste des une oreillettes, machine qui... Voilà. Sauf que là, non, c'était pas du tout ça. On est allé dans une pièce où là, il lui a mis un casque. Un casque dans lequel il entendait des sons et dans lequel il devait montrer l'image correspondant au son qu'il entendait, et dans lequel il y avait différentes tonalités du son avec différentes décibels pour voir à quel moment il n'entendait pas le mot et à quel moment il entendait le mot. Et l'aigu, les graves, etc. aussi. Oui, exactement. Et donc là, il lui a fait le test d'audition et à la fin du test d'audition, il nous a dit « Benjamin est en surdité partielle ». D'accord. Donc là, bilatéral, les deux côtés. Les deux côtés, exactement. Donc là, ça nous a fait un choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Le terme surdité fait un peu peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que voilà, on entend sourd. Mon enfant est sourd. C'est ça qu'on entend en tant que parent. Et là, ça a été très vite. On a été aussi hyper rassurés parce que tout de suite, le docteur nous a dit écoutez, moi, je peux l'opérer la semaine prochaine. Enfin, dans 10 jours, je peux l'opérer. Ça a été hyper rapide. Ça a été hyper rapide. Donc, il nous a expliqué l'opération. Là, il nous a donné... Et donc, qu'est-ce qu'il vous a donné comme information à ce niveau-là ? Parce que c'est ça qui est important de savoir... Parce que finalement, donc, les yo-yo, les aérateurs transtympaniques, ATT aussi. Yo-yo, je crois que c'est juste une marque, une sous-marque en fait des ATT. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné comme première information sur comment se passe l'opération ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant, après Il nous a expliqué effectivement que l'opération se passait très vite. Que j'allais, qu'on pouvait venir avec lui autant qu'on voulait. Si on voulait venir les grands-parents ou autres, on pouvait, il n'y avait pas de problème. Qu'ensuite, on pourrait rester avec lui un maximum de temps, mais qu'ensuite, il serait emmené en chirurgie et qu'à ce moment-là, ça serait très rapide, qu'il allait... il m'a dit maximum 1 heure, mais c'était vraiment pour que je sois... préparée, pour que je sois préparée. En réalité, ça a duré beaucoup moins de temps que ça. Il nous avait dit qu'il devrait être à jeun. C'est la partie la plus difficile, je pense. Et il nous a donné un petit masque que Benjamin pouvait prendre à la maison, qui lui a montré comment ça marchait. C'est trop bien, ça. Il lui a montré comment ça allait se mettre sur son visage. Et il nous a donné aussi un petit livret expliqué aux enfants, vraiment comme une histoire, pour expliquer comment ça allait se passer la veille de l'opération, le jour de l'opération et le lendemain de l'opération. Parce qu'il avait 2 ans et demi, donc il comprenait tout, en fait. Il comprenait très bien.
Et du coup, ça l'a beaucoup amusé. Donc, on a pu ramener ça. Il nous avait dit, oui, mettez des autocollants dessus, jouez avec, voilà, le masque, faites-lui mettre sur le visage, qu'il se familiarise avec. Il m'avait demandé aussi qu'est-ce qu'il aimait bien comme dessin animé. Bon, il regardait pas trop de dessins animés à cette époque-là, mais il aimait bien. Il avait des peluches Pat' Patrouille, donc voilà, il aimait bien. Donc j'avais dit ça, et il m'avait dit comme ça, voilà, on pourra peut-être lui mettre 2 minutes si vous voulez bien, au moment où on l'emmène hors de vous, parce que c'est un moment compliqué, ou quand il revient, c'est un moment compliqué. Donc, il nous a bien expliqué. Donc, on est rentré à la maison avec le masque. Benjamin a beaucoup aimé jouer avec le masque. Il l'a décoré avec des stickers, des autocollants et tout ça. Donc, super. On a lu le livre plusieurs fois, enfin, le dépliant plusieurs fois. Il y avait même des QR codes avec des vidéos qu'on pouvait regarder aussi. Il y avait des explications pour les parents aussi. Beaucoup d'explications pour rassurer le parent, puisque finalement, c'est le parent qui stresse le plus. Ouais, l'enfant, lui, il n'a pas du calme. Tout stressé. Mais il n'a pas du tout stressé. Au contraire, il était très content de jouer avec ça, de retourner chez le médecin, parce qu'il savait qu'il allait avoir un cadeau. Ça lui faisait plaisir. Ouais, bien sûr. Et est-ce que, du coup, il vous a expliqué quoi sur juste la durée de l'intervention, par exemple, en journée? Est-ce que, en fait, il dort à la maison, il dort à l'hôpital? Est-ce que la veille, il faut venir à l'hopital, ou tout se fait en ambulatoire, donc en fait sur une demi-journée ou une journée? Ouais, tout se fait en ambulatoire. D'accord. On arrive le matin. On est arrivé on devait venir à 10h, donc à jeun pour Benjamin. Et ça a été très rapide. On a été pris en charge assez rapidement. Il y avait juste une famille avant nous et ils l'ont emmené. J'ai pu rester avec lui longtemps. Ensuite, ils l'ont emmené et quand ils l'ont emmené, il est parti même pas 10 minutes. Ah ouais? Ouais, un quart d'heure peut-être. L'opération a duré un quart d'heure? Oui. Ah ouais. Et après, il est allé en salle de réveil, du coup, parce qu'ils l'ont endormi en anesthésie générale? Oui, ils l'ont endormi en anesthésie générale. Là, du coup, dès qu'ils sont sortis de l'opération, déjà, avant même d'aller en salle de réveil, où je l'attendais, ils m'ont appelé. Enfin, le médecin m'a appelé. Ah, trop gentil. Très, très gentil. Il m'a appelé, il m'a dit tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Donc, au bout de 15 minutes, quoi. Il y a eu 15 minutes de stress et de pas bien normal. Et au final... J'ai même pas eu le temps, en fait, de stresser et pas bien normal. J'ai pas eu le temps. J'étais là en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'organiser? À quoi je vais penser pour pas y réfléchir et tout ça? J'avais pris mon ordinateur, je m'étais dit, je vais peut-être travailler un peu, ça va me changer les esprits et tout ça. J'ai même pas eu le temps. Ouais. Si 15 minutes, t'as dit, tout va bien, t'es tranquille, quoi. Voilà. Et il m'a appelé, en plus, très gentil, il m'a appelé parce que 2 minutes après, il revenait en salle de réveil où j'étais là. Mais il m'a dit, je voulais pas vous faire attendre 1 minute, en fait, pour que vous sachiez pas ce qui s'est passé avec votre enfant. Je voulais vraiment que tout de suite vous soyez rassurés, quoi. Donc adorable. Et qu'est-ce qu'il vous a expliqué pendant donc il a fait un autre rendez-vous entre temps avant l'opération? Est-ce qu'il vous a expliqué aussi qu'est-ce qu'en fait on faisait? Est-ce qu'il perce le tympan? Il met ce petit diabolo là, on appelle ça aussi des yo-yo et des diabolos. Donc en fait il met quoi, un petit tube en fait dans le tympan? Qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? Ouais, il nous a tout expliqué. Alors celui qui a écouté bien les explications, c'est mon mari, qui lui. Il est où? Il est pas là. Qui lui écoute, il comprend tout ça. Moi, mon cerveau de maman, c'est oh là là, oh là là, oh là là. Voilà ce que j'entends pendant qu'il m'expliquait. Après, oui, il nous a montré des images. Et puis même avec le fascicule, on a vu, voilà, il nous a expliqué que en fait, c'est quelque chose qui permet que ça circule en fait. Le liquide, il stagne pas, qui constitue des otites. Voilà, il nous a dit que si vraiment avec un truc, on peut le voir même. Dans son oreille. On le voit très bien avec l'autoscope, bien sûr. On le voit. C'est un petit double cône. Là, on mettrait une petite photo, mais c'est un double cône avec un petit tuyau qui fait passer le liquide. Ça évite que ça soit fermé et que la pression s'accumule et que ça fasse en fait une otite, et après une otite qui perd fort. Et surtout, libérant le liquide, ça permet d'avoir une audition rapidement normale. C'est ça, c'est ce qu'il nous a expliqué. Et effectivement, voilà, donc ça, c'est, au bout de 15 minutes, il est revenu, ça s'est très bien passé. Le moment du réveil était compliqué. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Et ça, Pourquoi? c'est vrai qu'on ne me l'a pas dit. Parce que c'est un réveil qui n'est pas naturel pour l'enfant. Je ne sais pas quels sont les produits, mais en tout cas, voilà, c'est un réveil qui est forcé. Suite à une anesthésie, il y a de la douleur. Même s'il a des médicaments, il y a de la douleur, nécessairement. Si on s'est déjà fait opérer, on sait qu'il y a de la douleur au réveil. Et au réveil, on est un peu perdu, un peu sonné. Heureusement, il y avait une famille avant moi qui m'a dit, je vous préviens, parce que la famille d'avant nous a prévenus aussi. Quand ils se réveillent, ils sont dans un état qui fait peur, en fait. Un peu comme les réveils nocturnes, un peu les terreurs nocturnes, un peu inconsolables. J'en ai pas encore eu, donc j'ai pas vu. Mais c'est inconsolable et vraiment, il fait peur. Enfin, vraiment, dans un état où il n'y a rien à faire. J'avais beau lui donner la tétine, j'avais beau... pleure, en fait? Il pleure et même, il n'arrive pas à pleurer.
Il pleure silencieusement. D'accord. Il était à l'agonie, vraiment à l'agonie au moment de se réveiller. Il me demandait que je le pose, alors qu'il aime beaucoup être dans les bras, il aimait être dans les bras, et que je sentais qu'il avait besoin d'être rassuré. Il voulait que je le pose parce que je sentais que sa peau devait lui faire mal, en fait. Il cherchait, il était dans un inconfort, il se posait, il se retournait, et puis il pleurait, puis il voulait que je le reprenne. Et donc il savait pas où il était pas bien dans son corps. Il était pas bien, il se jetait en arrière, il se jetait en avant, il se jetait... Je sentais... Enfin, il était en transe. Et ça a duré combien de temps? 15 minutes? 15-20 minutes, ouais. Quand même. Mais de transe. Mais en fait, le fait d'être prévenu, on accueille ça beaucoup heureusement mieux, que cette famille, juste avant, m'a l'a dit. Mais là, c'est là où je regrette qu'on ne m'ait pas prévenu de ça, parce que c'est impressionnant. Moi, j'y suis allée toute seule par des contraintes professionnelles, donc j'y suis allée toute seule. Donc j'étais seule avec lui. Même démunie, moi, en fait. Démunie. Bah, oui. je me suis mise à pleurer. Oui, bien sûr. Je suis complètement paniquée Alors, je me demandais pas si c'était normal, puisque j'avais été prévenue juste avant, mais je me demandais quand ça allait s'arrêter et ce que je pouvais faire. Ouais. J'essayais la tétine, j'essayais le biberon, parce qu'il était à jeun. Donc fallait le nourrir. Voilà, il avait très faim. Avant l'opération, il me réclamait à manger. C'est ce qui a été le plus dur pour lui, c'est de ne pas manger, vraiment. Donc, de ne pas avoir son biberon le matin, ça a été une torture pour lui. Et donc, j'avais le biberon, j'avais mis un petit dessin animé. Comme il ne regarde pas de dessin animé, quand on en met, normalement, il est toujours hyper content, puisque c'est un événement, donc il est très content. Là, il jetait le téléphone par terre. Ouais, il n'était pas bien, quoi. Il voulait rien savoir, et il voulait mes bras, il ne les voulait pas, il voulait par terre, il voulait debout. Voilà, bon, ça a été un moment difficile. Mais c'est le seul moment difficile qu'on a eu. D'accord. Et du coup, après, donc, au bout de 15 minutes, ça s'est arrêté. Et après, il a mangé et vous êtes sortis tranquille à la maison. Hyper bien. Là, au bout de 15 minutes, voilà, on est venu me voir, on m'a dit, vous prenez le temps que vous voulez, le temps que ça aille bien. Ils nous ont amené une collation pour lui. J'avais son biberon et ils nous ont amené une collation. Donc, il a pu un peu manger, grignoter des petites choses. Et en fait, très, très vite, après les 15 minutes de transe, il y a eu peut-être un quart d'heure pour se calmer, pour revenir un peu aux émotions, donc une demi-heure, et après un quart d'heure où il a un peu mangé, il a un peu, je l'ai rhabillé, tout ça. Et après, il s'est mis à sauter dans la salle, à jouer. En pleine forme. Nickel. Parce qu'il y avait des jouets dans la salle de réveil, parce que c'était aussi la salle d'attente, avec des lits pour les bébés. Et il y avait des jouets là, et donc il a pris les jouets. Je me suis dit, c'est bon, on va rentrer. Donc on s'est présenté pour la sortie. Il a reçu un diplôme, le diplôme du plus courageux, où il a mis des petits dessins de pas de patrouille et tout, comme j'avais dit qu'il aimait bien pas de patrouille. Ouais. Il a eu un petit bracelet, pas de patrouille. C'était très personnalisé, quoi. Très personnalisé, comme j'avais dit qu'il aimait pas de patrouille. Il avait eu plein de trucs trop pas de patrouille. Franchement. Ouais. Et on est rentré et j'avais posé mon après-midi, moi, en me disant... j'avais prévu de pas travailler en me disant il va avoir besoin de moi, on va rester dans les bras toute l'après-midi, faire des câlins. Pas du tout, mais j'ai dû aller au parc parce qu'en fait il avait besoin de se défouler, de sauter partout, de jouer, tout ça. Il m'a dit mais pourquoi je peux pas aller à la crèche, je veux aller à la crèche, je veux jouer, machin. J'étais là, enfant. Et après du coup est-ce que deux questions, est-ce que sur ça a été retesté l'audition, et est-ce que il a plus fait d'otite? Ma deuxième question, et ma troisième question en fait, et est-ce qu'il y a une amélioration sur le langage? Ça a été retesté, oui. Il y a un rendez-vous de suivi 1 mois après. D'accord. Et donc, il lui a refait le même test exactement. Et là, il nous a dit qu'il y avait une audition parfaite. Okay. Aucun problème d'audition, aucune surdité. Donc là... donc trop bien, en fait, ça a réglé le problème. Ouais, ça a réglé le problème. Après, le langage s'est développé. Ouais. On n'est pas encore... J'ai quand même l'impression qu'il a pris du retard à cause de ça. Là, on est sur un nouveau parcours pour réussir à trouver un rendez-vous orthophonique. Ah oui. Mais il a développé le langage quand même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et est-ce qu'il a refait des otites? Oui. Et là, c'est là où on a été surpris aussi, parce qu'on ne pensait pas qu'il referait des otites. Il en a refait 1 ou 2, mais qui se sont bien passées, où ça ne s'est pas perforé. Ou en tout cas, il y a eu du liquide qui a coulé, mais qui a bien coulé vers l'extérieur. D'accord. Okay, donc, et il avait de la fièvre à ce moment-là? Il n'avait pas de fièvre. D'accord. Et est-ce que du coup, après l'opération, il a pu aller sous l'eau, etc. Parce qu'en fait, il fait aussi les bébés nageurs. Ouais. Et du coup, on se pose la question, si on met de l'eau dans le conduit, ça va pas bien se passer. Et c'était contre-indiqué ou pas? Pas du tout. En fait, il fait les bébés nageurs le samedi matin et l'opération a eu lieu un vendredi. Donc, moi, j'ai demandé au chirurgien, je lui ai demandé, est-ce que du coup, demain,
on doit s'abstenir d'aller au bébé nageur. Et il m'a dit, il n'y a aucun problème. Dès aujourd'hui, vous pouvez lui donner un bain. La tête sous l'eau, c'est pas une contre-indication, quoi. Non, pas de souci avec l'opération. Il m'a dit, c'est plus lui, vous voyez, parce que Benjamin, donc, comme il fait des bébés nageurs depuis longtemps, il va sous l'eau chercher des objets et tout ça. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait aller sous l'eau. En profondeur, pour la pression, ouais. Voilà, bon, il va pas non plus à 10 mètres, mais il va bien à 1 mètre. Et donc, j'avais demandé s'il pouvait y aller. Et il m'avait indiqué, c'est mieux pour lui de lui mettre des bouchons d'oreilles pour le protéger aquatiques, un peu, juste pour éviter qu'avec la pression, ça puisse lui faire mal. Mais c'est juste une précaution. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Okay. Donc, j'avais acheté ça à la pharmacie et on les a mis... 2 fois. Il m'a dit, mettez-les jusqu'à notre rendez-vous de suivi. D'accord. Donc voilà, il y a eu 3 fois les bébés nageurs. On les a mis, mais de toute façon, et je lui ai demandé s'il avait mal, il m'a dit pas du tout. D'accord. Bon, donc, ça, c'est hyper rassurant. Aucun problème. Et donc, on en est où dans la fin du parcours ou le milieu, je sais pas. En fait, il y avait aussi, donc, il bavait beaucoup, et c'est vrai que ça, il bave toujours beaucoup. Il nous a dit, le médecin, l'ORL, qu'il faudrait peut-être envisager l'opération des amygdales. Qui est une opération apparemment plus lourde, qu'on n'a pas encore faite. Et il nous a indiqué que ce serait bien de faire aussi un test de l'apnée du sommeil, parce que comme il bave beaucoup et qu'il ronfle la nuit, il y a sûrement des symptômes en tout cas. Exactement. Mais que pour faire le test d'apnée du sommeil, on pouvait prendre un appareil chez nous, mais que pour ça, fallait qu'il ait plus la tétine. Et également, pour développer le langage, la pédiatre nous l'avait dit aussi, que c'était mieux de ne pas avoir la tétine. Bah oui, donc voilà. Les deux. Et là, donc c'est donc bon, on a arrêté la tétine à ses 3 ans. À 3 ans pile à peu près, on a arrêté la tétine. Et donc maintenant, on l'a arrêté progressivement via différents programmes. Et là, maintenant, on n'a plus du tout de tétine. Donc là, on n'a pas encore pris rendez-vous parce que voilà, tout ça, c'est aussi une charge mentale pour les parents. C'est beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Plus moi, mes rendez-vous. C'est vrai que ça fait beaucoup de médecins. Donc, on n'a pas encore pris rendez-vous pour faire tester l'apnée du sommeil. C'est notre prochaine étape. Et ensuite, si besoin... Plus ou moins orthophonie, en fait, c'est ça aussi. Orthophonie. Et s'il le faut, on fera l'opération des amygdales. Même parce que aussi dans l'apnée du sommeil, il a peut-être aussi juste des mauvais placements de la langue, etc. Donc l'orthophonie, c'est bien pour faire un bilan et voir aussi peut-être un peu de rééducation oromyofonctionnelle. Ça peut l'aider aussi pour la prononciation et pour l'apnée du sommeil aussi. Tout à fait. Et pour même s'il dort beaucoup, justement, il est très excité, ça peut jouer sur ces symptômes-là. Donc ça, c'est hyper important. Exactement. Et j'ai trouvé du coup une liste d'attente sur Internet pour un rendez-vous avec un orthophoniste. Mais pour l'instant, tous les orthophonistes que j'ai contactés ne prennent pas de nouveaux patients. Donc pour l'instant, ou les moins, ils prennent pas forcément des cas les moins urgents, comme malheureusement ce cas, qui est à la fois rassurant parce que du coup, ils se développent quand même bien, mais en même temps, c'est pas un cas urgent et du coup, ils sont mis à la fin des listes d'attente. Et est-ce que, du coup, dernière question, quel mot ou expression pour toi est synonyme un peu de ta vision de la parentalité ? Moi, je dirais la patience. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de patient. Je n'ai jamais été patiente dans ma vie et j'ai découvert que j'étais capable d'être patiente avec mon fils parce que la parentalité, c'est très dur. Mais la patience avec mon fils, mais pas que, la patience dans tout, justement, d'attendre que les développements qui doivent arriver arrivent. Puisque, voilà, la parole, on en parle, mais il a à peine 3 ans. Donc, voilà, il n'est pas non plus en retard. Il parle quand même. Et donc, il faut être aussi patient avec lui et puis patient aussi avec le corps médical et patient dans les rendez-vous médicaux parce que il faut vraiment s'armer de patience pour tous ces rendez-vous et tout ce qu'on a à faire en tant que parent, c'est colossal et on n'y pense pas toujours en amont, quoi. Et ouais, c'est vrai ça. En tout cas, du coup, merci beaucoup pour ton témoignage et puis on se retrouve bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens utiles en description. Et si l'épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à liker et à partager les vidéos sur les réseaux du compte Doctoshow. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante ou la parole d'un expert passionné. À très vite.